j'obtiens celui de Paris 2 Panthéon-Assas. Et là, on me dit, c'est Paris. C'est Paris, quand on vient d'une petite ville, et je parle pas de Tours évidemment, mais quand on vient d'une petite ville, Paris, ça fait peur. Et donc je dois défendre dans un mémoire en défense les raisons de la fermeture des stations de ski au regard de l'épidémie de Covid. Et à côté, j'ai T'as mis quelques sous. mes amis qui me disent pourquoi le gouvernement ferme les stations de ski. On devait y aller. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur passion pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours scolaire, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste, sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Valentin Raguin, 33 ans, administrateur civil au ministère social, de revenir sur son parcours. Juge administratif pendant 2 ans, il change de casquette pour défendre l'administration devant le Conseil d'État. Si on se laisse vite surprendre par son goût pour la cuisine, c'est surtout l'occasion de parler de droit public, de juridiction et d'action publique en période de crise sanitaire. Bonne écoute. Bonjour Valentin, merci d'être présent pour parler de ton parcours avec nous. Bonjour David, merci pour cette invitation. Alors je vais d'abord te présenter en quelques phrases, puis tu apporteras toutes les précisions qui te semblent pertinentes, et ensuite on parlera de ton parcours scolaire et de ce que signifie être fonctionnaire pour toi. Né le 26 août 1990 à Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire. Avec un bac littéraire à mention bien, tu commences une classe préparatoire Hippocagne, que tu as quitté au bout d'1 an pour des raisons personnelles. Tu te diriges alors vers l'université François Rabelais à Tours, en psychologie et en histoire d'abord pour une 2e année de licence, avant de suivre du droit pour ta 3e année. Ensuite, tu quittes l'Indre-et-Loire pour intégrer un master en droit public et un master de droit public approfondi à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à Paris. À Bac plus 5, tu décides d'intégrer le master Affaires publiques de Sciences Po Paris sur concours. Sauf qu'avant d'intégrer ce master, tu choisis de différer ton entrée pour prendre une année de césure et préciser ton projet professionnel, en faisant un stage au Conseil d'État, dans un premier temps, puis, en tant que chargé de mission au sein du cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire, tu précises ton expérience professionnelle. Tu suis un M1 et M2 classique à Sciences Po en affaires publiques. À l'issue de ton Master 2, tu passes le concours de l'École nationale d'administration, dont tu réussis les écrits. Et après un premier échec aux oraux, tu refais une année de prépa, et tu élargis ton spectre, où cette fois-ci tu passes le concours de magistrat administratif que tu réussis. Tu as exercé à Rouen puis à Melun pendant 2 ans en tant que magistrat administratif, avant d'entrer à la direction des affaires juridiques des 2 ministères sociaux, santé et travail, en tant que chef du bureau des défenses et des droits de l'homme. Est-ce que c'est exact ? Tout est exact. Très bien, ok. Quand on regarde ton parcours, on voit que le droit occupe une place vraiment essentielle, centrale. Et je me demande comment tu as fait pour choisir, savoir que c'est le droit qui t'intéressait, parce que, après tout, tu attends quand même 2 ans avant de t'orienter dans des études de droit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut avoir à l'esprit que quand je suis à Tours, je me cherche dans les études. Je n'ai pas d'orientation prédéfinie. J'arrive en droit avec cette idée que le droit pourra m'ouvrir des portes, sans avoir une connaissance précise des métiers juridiques. Je ne fais aucun salon étudiant. Je vais en droit avec cette idée que le droit pourra m'apporter des clés de compréhension du monde dans lequel je vivais à l'époque, c'est-à-dire un monde qui était un monde de village. Et j'arrive en droit, je prends une claque. Une claque parce que je comprends que les règles de droit sont complexes, je comprends qu'il y a une fin aux règles juridiques et qu'il faut interpréter les règles pour une finalité qui est propre à leur application. Et là, je me dis que la fonction juridique, sans avoir précisément d'idée d'un métier, c'est celle qui me parle le plus. Elle me parle, j'ai 2 autres centres d'intérêt à côté. L'histoire, évidemment. L'histoire dont je décide d'en faire un pan plus personnel. Et j'ai quelque chose qui n'a pas été évoqué dans la biographie, la cuisine. Parce que c'est à travers la cuisine que j'en suis là maintenant, que j'ai réussi mes études. Alors là, il va falloir m'expliquer parce que la cuisine, j'avoue que je comprends pas. Alors, je suis issu d'un monde d'une famille où la cuisine a été très présente. Très, très présente. La cuisine m'a porté dans le sens où elle m'a apporté une rigueur. Et la cuisine m'a amené la volonté d'être patient. La volonté aussi... Enfin, l'idée d'être patient, pardon.
et la volonté d'arriver à la fin qu'on veut se souhaiter. Depuis tout petit, je faisais de la cuisine, avec ma grand-mère notamment, avec mes parents. J'ai retrouvé la cuisine dans le seul cursus pour lequel, que j'ai fait, c'est non pas les classes préparatoires, mais c'est le droit. J'ai retrouvé des éléments, des recettes, une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon d'amener les choses, une façon de se creuser la tête que je retrouvais quand j'étais plus jeune dans la cuisine. Un petit peu avec les cas pratiques, par exemple, où on va appliquer un principe, on va l'appliquer à l'espèce et ensuite... Exactement. Les cas pratiques, une règle. Le droit, ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Le droit, c'est une zone grise. On va faire rentrer une règle dans un cadre qui n'est pas très précis. On va répondre à une commande et on va essayer d'implémenter dans cette commande ce qu'on veut faire passer comme message juridique. Bascule de la licence 3 avec simplement une année de droit et t'arrives pourtant à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, qui est l'une des facs les plus réputées de France. Comment ça se fait? C'est quoi ta recette? Si on doit continuer la métaphore culinaire. La recette? Alors, la recette, elle part de loin. La recette, c'est lorsque j'étais au collège, on m'incitait à faire un CAP. Manque de rigueur, manque de discipline, clairement indiscipliné. Très mauvais dans toutes les matières du collège. Révélation au lycée, dans certaines matières. Révélation non pas due aux matières, due à des professeurs. Quand j'arrive en droit, à Tours, on me prévoit, on pense le pire. En me disant, mais une 3e année, ça va pas le faire. On n'a pas les bases. J'y vais et j'obtiens une mention très bien. Mention très bien en licence 3. En licence 3. C'est cette mention qui me permet de postuler à des masters. Et les masters auxquels je postule, j'en ai oublié, j'en fais beaucoup. J'obtiens celui de Paris 2 Panthéon-Assas. Et là, je me dis, c'est Paris. C'est Paris, quand on vient d'une petite ville, et je parle pas de Tours évidemment, mais quand on vient d'une petite ville, Paris, ça fait peur. Ça fait peur pas seulement à soi, ça fait peur aussi à la famille. J'y vais en me disant, si ça marche pas, je rentrerai. Et j'arrive à Paris 2. À Paris 2, je commence les cours et ça me plaît parce qu'on a des professeurs à la fois charismatiques, des matières très intéressantes, très précises, qui viennent compléter. Précises, qui complètent les bases, le peu de bases que j'avais. Donc évidemment, c'est un travail intense. On ne se repose pas que sur les cours. C'est là où c'est important, quand on est étudiant, quand on arrive à Paris, on se repose sur, pour moi, 3 piliers. Le premier pilier, c'est évidemment les cours et les professeurs. Le deuxième pilier, c'est le réseau amical, social qu'on peut se faire. Ce n'est pas parce qu'on est à la fac, parce qu'il y a des partiels, parce qu'il y a des examens, parce qu'il y a des exposés qu'il ne faut pas sortir, profiter de la vie parisienne. Mais il y a un dernier pilier qui est important, c'est l'auto-organisation de son emploi du temps. Et donc c'est aussi être curieux et découvrir le droit par soi-même. Refaire ses bases. Ne pas rester sur ses acquis, même en master. Et ne pas rester sur les seuls cours qu'on nous donne. Tu le traduis comment? C'est-à-dire que tu es allé à des conférences, Aller à des conférences. Aller au Conseil d'État. Aller à l'Institut de France. Aller au Collège de France. Suivre des conférences. Rentrer dans les librairies juridiques. Et pas seulement les librairies littéraires. Mais tu as réussi à prendre ce temps, alors que l'année de Master 1, à l'époque où tu es en Master 1, c'est la sélection en fait, de M1 à M2. Tu as réussi à pouvoir suivre 2-3 conférences au Collège de France. Enfin, moi, je trouve ça très, très ambitieux mais réussi. Oui, parce qu'on arrive à Paris, on quitte, on ne refait pas d'activité sportive immédiatement, on passe son temps à découvrir la vie parisienne, mais on a besoin de se retrouver un peu. La manière dont je me suis retrouvé, c'est en assistant à des conférences au Collège de France sur l'histoire, en allant au salon du livre juridique, en essayant d'attiser sa curiosité. Et en attisant cette curiosité-là, on découvre d'autres pans du droit, d'autres fonctions juridiques. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis « je veux être fonctionnaire » ? J'ai fait du droit public en L3, j'ai adoré, j'ai mention très bien. J'arrive à Assas, je baigne encore dedans, en fait, c'est fait pour moi. C'est à ce moment-là ou peut-être déjà avant, tu te dis « la fonction publique, c'est pour moi ». Non, le moment où je vais être fonctionnaire, c'est fait, il n'y a pas eu un instant T. Ça s'est en tout cas pas fait à Paris 2 Panthéon-Assas. À Paris 2 Panthéon-Assas, quand je passe donc en Master 2, droit public approfondi, c'est un Master recherche. Je sais que je ne vais pas faire de recherche, mais je sais que c'est un bon Master qui me permettra encore une fois d'ouvrir des portes. Je me laisse des portes ouvertes.
J'ai toujours dans un coin de ma tête une école de cuisine au cas où. Je décide de passer Sciences Po parce que Sciences Po, le prestige, on commence à m'en parler. Je me dis que ça peut être une bonne chose. C'est intéressant ce que tu dis, on commence à en parler. Ça veut dire que c'est que en Master 1 à Assas qu'on te parle de la rue Saint-Guillaume, qui est la rue mythique de Sciences Po. C'est à partir de ce moment-là tu te dis, mais pourquoi je postulerais pas à Sciences Po? Parce que tu peux très bien, dès la fin de ta licence 3 à Tours, avec mention très bien, etc., postuler à Sciences Po Master 1 Affaires publiques. D'où c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu d'orientation. C'est pas une critique, mais il n'y a pas eu d'orientation. Je n'ai jamais entendu, peut-être par manque aussi d'autodiscipline, mais je n'ai pas entendu Sciences Po à Tours ou même en classe prépa. Donc Sciences Po, je le découvre en Master 1. Et je le découvre sans trop y croire, en me disant que je ne sais pas ce que je veux faire, donc... Bon. Pourquoi il te prendrait? Et j'ai pas forcément le niveau, puisque j'arrive en Master 1 à Paris, je sais pas ce que je vaux. Et juste pour information, t'as combien de moyenne en Master 1? Est-ce qu'il y a un vrai décalage entre Tours et Assas? Alors en Master 1, j'étais à 13,5. Je pourrais pas faire de comparaison avec Tours parce que je ne connais pas la manière dont sont notés les étudiants en Master à Tours. Mais j'étais à 13,5, 14. Ce qui m'a permis d'arriver en Master 2 recherche. Et quand j'ai mon Master de recherche, donc là je passe Sciences Po, je le réussis. Encore une fois, c'est une porte qui m'est ouverte. Et c'est pour m'ouvrir d'autres portes. J'ai pas encore la connaissance, je sais pas précisément ce que je veux faire. Ce que je sais, c'est que je postule, je fais une année de césure, comme tu l'as précisé. Et là, je postule à une expérience qui m'intéressait, parce que j'ai suivi des conférences, intégrer le Conseil d'État en tant que stagiaire. Donc, je suis pris et je suis stagiaire dans une chambre qui est spécialisée dans les référés. Donc les procédures d'urgence devant le juge administratif. Et là, c'est un début de révélation. Parce qu'on travaille pour des personnes qui sont d'éminents juristes, on travaille en groupe. Qui sont humains, qui sont accessibles. Et qui sont très accessibles. Et qui donnent envie de découvrir la fonction juridictionnelle. Pour certains jeunes, en plus? Oui, pour quasiment tous les jeunes que j'ai côtoyés, la fonction juridictionnelle, dont on avait une vaste connaissance livresque, cette fonction juridictionnelle, on l'a en pratique. On l'a en pratique quand le juge doit trancher une affaire d'expulsion d'un étranger sur le territoire, par exemple. Et là, on se dit, j'aurais très bien pu me dire, je veux être juge. Et je ne sais pas ce que je fais après mes 6 mois au Conseil d'État, je ne sais pas ce que je fais, mais c'est ce que je veux faire. Et pour autant, je réintègre la préfecture d'Indre-et-Loire. J'avais fait un stage auparavant, un stage d'été. Et je la réintègre en tant que contractuel, chargé de mission, au sein du cabinet. Et c'est là où, j'appelle pas ça une révélation, mais c'est là où il y a l'aboutissement d'un processus pour intégrer le service public. Et cet aboutissement du processus, c'est quand je vois que le droit, toujours à travers le prisme juridique, je n'ai pas eu de prisme économique, pas eu de prisme relations internationales, mais à travers le juridique, je vois que le droit n'est pas simplement une barrière, c'est un outil au service d'eux. Lorsque le préfet me dit « je veux installer », pour faire très simple, schématiquement, je veux qu'il y ait un abattoir en Touraine, il n'y en a plus, les agriculteurs ne sont pas contents, je veux qu'il y ait un abattoir, il faut qu'il y ait un abattoir, je veux que la préfecture aide, comment fait-on? Et là on pense tout de suite les livres. Alors le droit de l'Union européenne, les aides d'État, ça va pas être possible, comment on peut faire? On n'est pas expert, puis on n'est pas avocat non plus, on fait pas de conseil juridique. Mais on essaye de trouver, on creuse, et jamais tout seul. C'est ça ce qui m'a plu, et c'est ce qui m'a vraiment plu. Un chargé de mission en préfecture, un chargé de mission dans l'administration, il peut décider de faire ça tout seul, de faire ses notes. Il est souvent en interdirection. Il va prendre conseil, beaucoup de conseils. Et c'est ça qui m'a plu dans le service public. C'est que pour servir au mieux, on s'ouvre au débat, on s'ouvre à la discussion. On s'ouvre à ce que j'appelle, parce que je suis juge maintenant, on s'ouvre à ce que j'appelle la collégialité. Et là, quand je vois que le droit peut permettre certaines choses, je me dis que c'est ça, c'est ce que je veux faire. Et j'ai une petite dernière question avant qu'on passe plutôt sur tes postes.
C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as un objet, une œuvre d'art, un livre, un film, qui a été assez structurant pour toi, pour peut-être t'imaginer ce qu'est être le fonctionnaire, ou te dire « je veux être comme cette personne », comme ce qui est décrit? Il y a deux livres. Un livre qui me suit encore et un autre qui m'a permis de découvrir ce que c'était que la fonction de juger. Antoine Garapon a publié un essai sur le rituel judiciaire. Non pas côté juge administratif, mais côté juge judiciaire. Et ce livre m'a permis de comprendre ce que pouvait être un juge et quels étaient les rituels du juge. Ce livre-là, je l'ai lu en Master 1 de droit public. Il y a un autre livre qui, pour le coup, me suit encore maintenant. Je ne pourrais pas qualifier ça d'essai. Je vais qualifier ça d'œuvre. C'est une œuvre d'art culinaire. Pellegrino Artusi, fin 19e siècle, au moment où Garibaldi, Victor Emmanuel réunifient l'Italie, tente d'unifier l'Italie, Pellegrino Artusi, qui n'est pas un cuisinier, qui est un écrivain et gastronome italien, va tenter d'unifier l'Italie en compilant toutes les recettes des provinces italiennes. Donc la cuisine italienne ou l'art de bien manger, son livre, est une compilation de ce qui est le mieux selon moi, pour unifier des populations. Et ce livre-là, il est fait avec une rigueur et une précision, toujours en pensant le juste, en pensant ce qui est, selon lui, utile à la société. Ce livre, je l'ai lu donc en langage d'origine, en italien, mais je ne parle pas italien. Ce que j'allais dire, facile d'accès. Mais je ne parle pas du tout italien. Je l'ai lu grâce à ma famille. Et ce livre, il a été pour moi un révélateur de ce qu'est être au service d'une cause. Et non pas d'une idéologie, mais d'une cause. Et lui, sa cause, c'était la réunification de l'Italie, ce qui pour lui permettait de créer de la cohésion. Et pour lui, ce qui pouvait être utile à la société en dehors du politique, en dehors du social. Une cause publique, une cause supérieure à lui, voilà. Qui dépasse ses intérêts privés. Et ce livre, c'est pour moi un livre, évidemment pas juridique, mais qui côtoie la rigueur que peut avoir un livre juridique et la rigueur que peut avoir un essai sur le droit. Valentin, tu as 2 casquettes. Une casquette de magistrat administratif et aujourd'hui une casquette d'administrateur de l'État. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience actuelle ? Bien sûr. Alors, en préalable, il faut savoir que quand on est juge administratif, pour évoluer dans sa carrière qui n'est pas linéaire, on doit partir en mobilité, en détachement, dans une autre administration. Et après 2 ans d'exercice du métier de juge administratif, j'ai postulé au sein d'une direction des affaires juridiques, au sein des ministères sociaux, donc le ministère chargé du travail et celui chargé de la santé. C'était en tout début 2020. Et j'ai été donc choisi pour occuper les fonctions de chef du bureau des défenses et des droits de l'homme. Est-ce que ce ministère-là t'intéressait particulièrement ? Tu as postulé à plusieurs et tu t'es dit, bon voilà, le ministère de la Santé me répond favorablement, donc je prends. Comment s'est passé un peu ce processus de recrutement après 2 ans de magistrat administratif ? J'ai postulé je n'ai candidaté que sur ce seul poste. C'est deux ministères qui me plaisaient, à la fois sur le volet travail, emploi, et surtout sur le volet sanitaire, social. J'ai vu une offre de poste en tant que chef de bureau au sein des ministères sociaux. C'était quand ? Ça a une importance parce qu'on est en 2020. 2020, le Covid frappe le monde entier. En mars, surtout la France. Est-ce que tu postules en février et là tu découvres au milieu de la tempête quand tu arrives sur ton poste, mince, il y a beaucoup de boulot ? Ou est-ce que tu postules en connaissance de cause ? Raconte-nous un petit peu ce contexte. Le contexte, il est simple. Début janvier, je postule. Je passe un entretien de mémoire début février. Le président, au mois de mars, annonce le confinement. Première semaine de confinement. Je reçois un appel du directeur des affaires juridiques de l'époque qui m'annonce que je suis retenu sur le poste. Quand j'ai postulé, je ne connaissais ni le Covid, ni ce qui allait se passer. Bien sûr. Quand j'ai eu l'agréable surprise d'être choisi, j'ai posé la question, est-ce que vous vous occupez du Covid ? Oui, mais bon,
c'est une épidémie. Puis 2 ans après, 2 ans et demi après, c'est plus de 1000 dossiers Covid, c'est 120 audiences au Conseil d'État sur des mesures d'urgence qui ont été contestées devant le juge administratif, prises par le Premier ministre notamment, confinement, couvre-feu, fermeture des théâtres, fermeture des stations de ski, fermeture des librairies, obligation du port du masque. Toutes ces mesures ont été contestées devant le juge administratif. Dans un état de droit, c'est normal et c'est souhaitable. Mais ça a été donc 120 audiences au Conseil d'État sur le Covid. Parce que mon poste, c'est un poste de chef du bureau des défenses et des droits de l'homme au sein de la direction des affaires juridiques des ministères sociaux. Défense et droits de l'homme, ça peut paraître assez lunaire. Mais derrière ça, c'est les défenses des 2 ministères devant les juridictions administratives et notamment le Conseil d'État, surtout le Conseil d'État. C'est aussi les défenses du ministère devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi tu dis surtout devant le Conseil d'État? Parce que c'est des référés et donc ça va très vite devant le Conseil d'État, c'est ça ou Parce que à la direction des affaires juridiques des ministères sociaux, plusieurs bureaux sont chargés de préparer les défenses et de défendre les décisions prises par les ministres devant les tribunaux administratifs. Le bureau que j'occupe, c'est le bureau qui est chargé exclusivement des défenses contentieuses devant le Conseil d'État, avec un appui juridique des autres bureaux ou des autres services des ministères, notamment les ARS, quand ça va devant les tribunaux administratifs. La majeure partie du travail, c'est l'exercice des mémoires en défense pour défendre les décisions prises par les ministres devant le Conseil d'État. D'où le Covid, pas que le Covid. Mais beaucoup de Covid quand même. Beaucoup de Covid. Surtout la première année peut-être en fait. Les 2 premières années, 2020-2021. Ça se traduit comment en fait concrètement pour toi qui arrive? C'est combien d'heures de travail? Est-ce que c'est une charge importante? Est-ce que l'administration met en place va recruter? Comment ça se passe? Alors, dans la mesure de ce que tu peux raconter bien sûr. Là, je ne parle qu'en mon nom. La direction des affaires juridiques des ministères sociaux a été véritablement le pilote dans tout le juridique lié au Covid. Ça s'est traduit non pas par une augmentation d'effectifs pour gérer cela, ça s'est surtout traduit par une force de travail des personnes qui étaient présentes et une forte cohésion entre ces personnes-là, tout niveau confondu. Combien d'agents dans ton bureau? En 2020, dans l'administration, il faut avoir à l'esprit, donc il y a des agents, un adjoint, un chef de bureau, un sous-directeur, un directeur. Schéma classique. En 2020, quand j'arrive, il y a 3 agents, une sous-directrice et pas d'adjoint. La sous-directrice part très rapidement. Et donc en 2021, jusqu'en mai de la rentrée 2020, septembre 2020 jusqu'à mai 2021, il n'y a pas de sous-directeur, toujours 3-4 agents, une adjointe que j'ai recrutée en décembre 2020. Le bureau, ça oscillait au pire de la crise, mais de la crise sanitaire, mais aussi au pire de la crise de l'organisation du bureau, c'était 2-3 personnes. Mais vous réussissez quand même à assurer, enfin il y a pas de loupé quoi. J'ai un credo qui est, on ne fait pas travailler les agents le soir et le week-end. C'est une façon dont j'ai estimé qu'elle était la mieux pour préserver le bien-être de mes agents, surtout pendant la crise sanitaire. Et j'ai donc décidé de prendre toute la charge le soir et le week-end. L'anecdote, c'est que en 2020-2021, si j'ai eu 10 jours de congé au total, c'était le maximum. Ça a été un travail non-stop jusqu'à ce que le Covid diminue. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que le Covid n'attend pas les décisions administratives. Quand des mesures doivent être mises en place, quand le président de la République annonce des mesures à la télévision, elles sont aussitôt précisées par le Premier ministre et le ministre de la Santé en conférence de presse. Pour une entrée en vigueur souvent 24, 48 heures, 72 heures maximum après, il faut que les textes soient préparés. Mais ce n'est pas toi qui t'occupais de cette préparation des textes. Toi, tu t'occupais que de la phase a posteriori, contrôle, exercice de recours par des citoyens, par des citoyens ou des associations devant les juridictions. Mais toi, tu n'étais pas dans cette phase amont, préparation de texte, on aide le ministre, on lui donne les éléments de langage, on lui fait des notes. Toi, tu es vraiment que l'aspect juridique. Exactement. La préparation de texte était faite aussi par la direction des affaires juridiques, par un autre bureau. Donc il y avait la préparation, mais les mesures qui sont prises, elles sont immédiatement contestées et par les procédures d'urgence devant les juridictions administratives.
Donc ce sont ce qu'on appelle des référés liberté qui sont jugés normalement en 48 heures. Dans les faits, ça a pu mettre un peu plus de temps. Mais c'est dans un temps très restreint qu'il faut arriver à une défense. Parce que quand on va en audience au Conseil d'État sur les mesures Covid, il y a la presse dans le public. Donc il faut avoir une défense qui soit robuste. Qui dit défense de l'État sur les mesures Covid, c'est connaître l'arbitrage qui a été rendu pour décider de telle ou telle mesure. Pourquoi on ouvre les fleuristes, pourquoi on ferme les fleuristes, pourquoi on ouvre les libraires, pourquoi on n'ouvre pas tel ou tel magasin, pourquoi on ouvre dans les grandes... L'exercice du culte aussi. L'exercice du culte, pourquoi on ouvre dans les grandes surfaces la vente de produits cosmétiques, mais qu'on n'ouvre pas des boutiques qui ne vendent que des produits cosmétiques. Tout ça, derrière, il nous faut le rationnel pour défendre la mesure devant le juge. La mesure, c'est une mesure de police. Donc il faut qu'elle soit nécessaire, il faut qu'elle soit adaptée, il faut qu'elle soit proportionnée. Il faut connaître l'arbitrage, comme je l'ai dit, il faut le rationnel pour pouvoir mieux le défendre. Tout ça dans des temps qui sont très restreints. Le citoyen Valentin Araguin, à côté, arriver à réfléchir, à penser Covid en dehors de son travail. Et en fait, là, ma question, peut-être un peu brutale, mais c'est est-ce que tu abordes ton métier de fonctionnaire quand tu rentres dans ton bureau, tu mets une robe, une tunique, tu ne penses que fonction, neutralité, réserve, ou est-ce que tu as inséré un petit peu des opinions, une approche personnelle ? Je vais commencer par une anecdote. On est en décembre 2020. Il y a la fermeture qui est annoncée des stations de ski. Le gouvernement annonce la fermeture des stations de ski, alors qu'une semaine avant, avec des amis, on allait partir au ski. On avait prévu de partir au ski. Et qui dit annonce de la fermeture des stations de ski dit évidemment une contestation devant le Conseil d'État de la mesure. Et donc je dois défendre dans un mémoire en défense les raisons de la fermeture des stations de ski au regard de l'épidémie de Covid. Et à côté, j'ai T'as mis quelques sous. Mes amis qui me disent pourquoi le gouvernement ferme les stations de ski. On devait y aller. Et donc je me dis, là, il faut faire la part des choses. Quand on est, pour revenir à ta question, quand je suis au bureau, je mets mon affect de côté, mes opinions de côté. Évidemment, je suis tout autant touché que les autres par les mesures Covid. Quand je pars du ministère à 23h en plein hiver 2020, à 23h à minuit, que rien n'est ouvert, que je suis tout seul dans la rue, avec ma petite attestation, ça touche tout le monde. Et je mets mes opinions de côté quand il s'agit de défendre, quand il s'agit de donner des conseils juridiques, quand il s'agit de travailler pour le ministère, pour les administrations du ministère. Et en dehors, j'essaye de ne pas penser Covid. J'en mangeais au petit déjeuner, j'allumais la radio, c'était Covid. J'en mangeais au déjeuner, j'en mangeais au dîner, au goûter. Je ne faisais que manger Covid. Donc j'essayais en dehors, et évidemment, quand on parle avec la famille, les amis, ils savent que je travaille au ministère social. Pour un passionné de cuisine, manger Covid toute la journée, c'est peut-être pas très équilibré quand même. Voilà. Attention. Et quand on ne fait que parler de ça en dehors du monde professionnel, ça a un côté lassant. Donc j'essayais au maximum de ne plus penser Covid quand j'en sortais. Plus penser Covid, mais plus penser aussi la justification des mesures. Aujourd'hui, on est toujours sur 100% Covid ou... Enfin, 100%. J'ai bien compris que ça n'a jamais été 100%, hein, mais la charge de travail aujourd'hui au ministère de Santé et Travail, est-ce qu'on a dépassé le cadre ? On est sur des dossiers plus normaux, on pourrait dire ? Le Covid, la période 2020-2021, c'était 90% du temps réservé au Covid. Actuellement, on est sur un mode normal d'organisation d'un bureau en administration centrale. Et donc, on a des mémoires, des défenses contentieuses à faire sur toutes sortes de thèmes. Ça va de l'assurance chômage à la fixation d'un prix d'un médicament qui va être vendu en pharmacie, jusqu'à une histoire de fin de vie, en passant par l'hébergement d'urgence, en passant par des questions de sécurité sociale. Donc c'est le champ, on va dire, classique du bureau des défenses contentieuses devant le Conseil d'État que je redécouvre depuis quelques mois maintenant. C'est une diversité que tu apprécies ? Et c'est une diversité que j'apprécie. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de Covid, puisqu'il y a toujours du Covid
des mesures qui ont été contestées en 2020-2021, mais qui vont être jugées très bientôt. Donc il faut défendre. Et c'est passé de 90 à 10% de montant. C'est proportionnel en fait à l'approche dans l'espace public. Tu nous as beaucoup parlé de cuisine. On voit que le droit est vraiment ancré en toi. Tu as été juge administratif. Tu prends un poste en administration qui est sur du droit et de la justice. Est-ce qu'il y a une recette parfaite pour la justice selon toi ? Qu'est-ce que ça t'évoque en fait la justice ? Alors, c'est une vaste question pour moi, mais ce n'est que mon appréciation. Être juge, c'est au-delà de chercher à rendre une décision juste, c'est de trouver l'effet utile des décisions de justice. C'est chercher la conciliation. C'est être à l'écoute des justiciables, de ses pairs. On retrouve un peu ça dans la cuisine, sous différents aspects. Quand on est, en tout cas pour ma part, quand je suis en cuisine, il y a l'effet utile. Je cherche à trouver les bonnes recettes. Être à l'écoute de ce qu'on va nourrir. Et la conciliation entre les produits. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je retrouve dans mes centres d'intérêt ce que je vois et ce que je veux pour la justice administrative. Avec une telle présentation de cette recette, je pense que s'il y avait un guide Michelin des juridictions administratives, tu aurais facilement quelques étoiles. On arrive à la troisième partie, la partie sur les conseils. Tout ce que tu peux donner comme élément, transmettre à ceux qui nous écoutent, à savoir des lycéens, des étudiants, des personnes qui préparent les concours. Et donc j'aimerais peut-être commencer cette troisième partie par une question toute simple. Est-ce que tu as vécu une situation qui, avec le recul, t'aurais apprécié d'être préparé différemment ? Oui, tout à fait. Quand j'ai eu mon premier poste de juge administratif au tribunal administratif de Rouen, j'ai été très vite confronté à ce qu'on appelle le juge unique en droit des étrangers. Le juge unique, c'est être juge qui statue tout seul sur des décisions prises par le préfet obligeant un étranger présent sur le territoire de manière irrégulière à quitter ce territoire. Des étrangers peuvent se retrouver en centre de rétention administrative afin d'être envoyés dans leur pays d'origine. Ils peuvent contester ces mesures devant le tribunal administratif. Et c'est un magistrat, un juge, qui va statuer tout seul sur les mesures. Quand je suis arrivé à Rouen, un mois après, j'ai dû faire une audience face à des étrangers qui demandaient l'annulation de leur obligation de quitter le territoire. Et j'ai été frappé, parce que je n'étais pas préparé. C'était la première. Je manquais d'expérience. Il faut toujours de l'expérience. C'est avec l'expérience qu'on gagne, qu'on acquiert en sérénité. Et avec le recul, oui, je pense qu'un temps de préparation préalable n'aurait pas été... Tu penses à quoi, par exemple, assister à une audience jugeant seul d'un de tes collègues, qui te donne des éléments d'appréciation, qui t'explique un petit peu comment lui traite sur une matinée ou sur un nombre de dossiers importants ? J'ai assisté à des audiences de collègues, 1, 2 ou 3. Je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'un juge qui statue tout seul, il a sa propre conception de l'audience. Il faut en voir beaucoup plus. Je pense que c'est lors du temps de la formation des juges administratifs qu'il est important d'avoir à l'esprit ce que c'est que de statuer tout seul. Sur les stages que tu as effectués, comment tu t'y es pris ? On parle du Conseil d'État. Je pense que pour des étudiants, notamment en territoire, sur des facultés de proximité, c'est peut-être assez imposant, assez loin. Comment on fait pour entrer au Conseil d'État en tant que stagiaire, et est-ce que c'est facile ? Alors, il y a une procédure d'admission des stagiaires devant le Conseil d'État qui est ouverte chaque année à 2 reprises. Les stages durent 6 mois, donc c'est disponible en ligne sur le site du Conseil d'État. Donc, il ne faut pas se brider à vouloir candidater à des stages, quand bien même on pense que l'institution est prestigieuse. Moi, ce que je conseille, pour ceux qui sont dans les territoires, pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont en Île-de-France,
c'est ne pas se fermer de porte sur les stages. Candidater. Candidater, c'est avec un CV qui est pensé et réfléchi, et avec une lettre de motivation, sans faute d'orthographe, sans erreur grammaticale. Voilà, avec des choses qui sont précises. Sérieux. Voilà, c'est avoir le plus de sérieux possible dans ces actes de candidature. Ne pas se fermer de porte, c'est important. Là, en tant que chef de bureau, j'ai ouvert dans mon bureau à des apprentis qui viennent de l'université de Montpellier la possibilité d'effectuer un apprentissage et des stages au sein de mon bureau. À Paris. À Paris. Il ne faut pas se fermer de porte. Tu es magistrat administratif, tu as eu ce concours. Comment on fait pour préparer ce concours qui est très juridique ? Est-ce que tu as un conseil, un ou deux conseils à donner pour des étudiants qui voudraient passer ce concours des tribunaux ? J'aurais peut-être deux conseils, un conseil qui est général et un conseil qui est lié à ce concours très spécifique. Le conseil général, c'est que pour tout concours, il faut avoir à l'esprit qu'on est sur un rythme linéaire de préparation. Ce n'est pas en dents de scie, ce n'est pas comme un partiel à la fac, c'est un marathon. Et il faut l'avoir à l'esprit tout au long de la préparation. 1 an, 2 ans, il faut l'avoir à l'esprit. Qui dit marathon dit qu'il faut faire des pauses. Il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Ne pas réviser un 25 décembre alors que le concours est 6 mois après. Il faut faire des pauses. C'est le premier conseil général. Pour le concours de conseiller de tribunal administratif, c'est un concours qui est spécifique puisque c'est un concours qui est organisé par le Conseil d'État, mais ce n'est pas la seule voie d'accès au juge administratif. Ce concours-là a de spécificité que les matières sont très juridiques. Il y a une note, qu'on appelle note de rapporteur, qui est une note que chaque juge en juridiction fait pour exposer le cas à ses collègues. Il y a une dissertation et il y a des questions à réponse courte. Toutes ces épreuves doivent être préparées avec la même intensité. Pour les préparer, il n'y a pas de 36 solutions, c'est s'exercer. Une note contentieuse, c'est de la méthodologie. Une dissertation, c'est de la méthodologie plus des connaissances. Et une question à réponse courte, c'est de la méthodologie, des connaissances et de la réactivité. Quand je dis réactivité, c'est ne pas faire de brouillon. Tout ça, il faut s'exercer, s'entraîner un maximum avec la même rigueur. Est-ce que tu as eu des mentors au cours de tes expériences professionnelles ou scolaires ? J'ai eu des figures qui m'ont marqué. La première des figures qui m'a marqué, c'est un conseiller d'État qui était président de chambre au Conseil d'État et qui m'a suivi quand j'étais son assistant de justice. J'ai appris de lui la rigueur intellectuelle et la précision du détail dans la rédaction des décisions de justice. Et la seconde figure qui m'a marqué, c'est celle plus récente du directeur des affaires juridiques des ministères sociaux, qui m'a appris quelques rouages de l'administration, comment l'administration doit se défendre à l'oral, en plaidoirie, devant le juge administratif, comment convaincre, savoir être à l'écoute, et surtout, le plus important pour moi, comment raisonner en droit de manière très réactive. C'est assez drôle parce que on pourrait se dire, après 2 ans d'expérience de juge administratif, où tu as dû écouter des plaidoiries, même s'il me semble que c'est très écrit comme procédure, on aurait pu se dire que tu étais prêt en fait, à faire des plaidoiries et à prendre ce manteau de plaideur. Mais pour autant, je pense que tu n'es pas reparti de zéro, mais tu as dû vraiment apprendre un nouveau métier. Ce sont 2 fonctions différentes que celle de juger, que celle de plaider. Celle d'être juge, celle d'être avocat ou représentant de l'administration. Et ce sont 2 fonctions qui s'apprennent. D'accord. Donc quand on regarde ton parcours, on a l'impression vraiment que t'as enchaîné, t'as coché toutes les bonnes cases, t'as su rebondir. On peut penser en licence, mais qu'ensuite, une fois que t'as touché le droit, tout s'est bien déroulé. Comment on fait quand on a été 2 fois si proche du but pour l'ENA, 2 fois admissible? Comment on fait pour rebondir? Comment on fait pour digérer? Et pour vraiment trouver un sens dans les autres missions qu'on peut avoir. Non, je vais
je vais pas le cacher, c'est compliqué quand on reçoit les résultats et qu'on n'est pas admis. Il y a une phase où on encaisse. Après, on relativise. On relativise comment ? J'ai relativisé parce que à l'ENA, on a un grand oral, et le grand oral, on dit ce qu'on voudrait faire. L'ENA n'est pas une fin en soi. Je n'ai jamais considéré ça comme étant une fin en soi. C'est pour faire un métier derrière. Et moi, dans mes 2 grands oraux que j'ai eus, à chaque fois, c'était travailler dans des fonctions en lien avec le droit. On relativise et on se dit que maintenant, on est en lien avec le droit. Et l'autre point qui fait relativiser, c'est quand même qu'on a un cercle social. Et ce cercle social nous aide, la famille, les amis, nous aide à passer le cap de la déception. À penser aussi à autre chose, effectivement, parce qu'on est un peu dans un tunnel, on prépare ce concours depuis un an et demi, quand on pense à septembre jusqu'à fin août, date où on passe les concours de l'ENA, et quand on a les résultats écrits oraux, ça nous emmène jusqu'à mi-décembre. Effectivement, on a du mal à relativiser et à prendre le recul, et à se dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais effectivement, tu fais bien de le dire que l'aspect social, les amis qui travaillent dans d'autres milieux, qui partagent avec nous cette expérience de concours, mais qui pour autant sont contents par ce qu'on fait, enfin, sont contents qu'on ait réussi ou pas. Je dirais, l'important, c'est que on soit toujours curieux, intelligent et en bonne santé, quoi. Faut avoir à l'esprit que quand on rate quelque chose, concours, un examen, une activité, je ne sais quoi, une compétition sportive, l'échec est humain. Il faut avoir des échecs dans sa vie. Et moi, c'est ces 2 échecs-là, c'est ceux qui me permettent actuellement de faire ce que je fais. Sans ces échecs-là, je ne suis pas sûr que j'aurais été en administration centrale. Et ça parce que quand on est face à un échec, on se remet en question, non pas sur ce qu'on est, on ne doit pas se remettre en question sur ce qu'on est, on doit se remettre en question sur ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Si je reprends les 2 exemples de l'ENA, de mon côté, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais d'un niveau très très moyen, voire très faible, en langues étrangères. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné. Donc j'ai compris de cet échec-là que si je voulais un jour travailler pour une institution internationale, je devais approfondir mes connaissances en langues étrangères. J'aimerais te poser une question maintenant sur les conseils de lecture. On s'adresse à des personnes qui ont potentiellement encore le temps. Quel livre, toi, tu as pu découvrir, tu as pu lire peut-être pour le concours ou à côté, et qui te semble vraiment pertinent ? Il y a une auteure que je conseille, Mireille Delmas-Marty. L'ensemble de son œuvre est, pour moi, à lire. Mais s'il y a un livre que je dois retenir, c'est Liberté et sûreté dans un monde dangereux, qui est sorti en 2010. C'est un livre qui va nous expliquer l'état de l'équilibre très précaire entre les libertés et la volonté de sécurité dans un monde post-attentat de 2001. Et du coup, ce sont des livres qui permettent d'avoir du recul sur les règles appliquées, sur un recul juridique, mais sur les règles qui sont appliquées, sur la façon dont on édicte des règles en vue du bien commun. Donc si j'ai un conseil, c'est Mireille Delmas-Marty. Ce livre, il peut se relire en fait aussi à l'aune de 2015 et de la crise sanitaire. Il est vraiment intemporel. Il pose des bases philosophiques, un peu de réflexion. Il pose les bases de la philosophie juridique, du principe de sécurité, du principe de liberté. Donc il s'applique tout à fait à la période post-2015 en France, et il peut s'appliquer à la période post-Covid. Est-ce que tu as un deuxième livre qui te semble vraiment structurant, pertinent et accessible, hein, bien sûr? Pour la préparation des concours, il y a les classiques, Pierre Rosanvallon, les classiques philosophiques, Max Weber. Le savant et le politique. Le savant et le politique. Ce que je conseille, c'est au-delà de préparer les concours en lisant des livres, en faisant des fiches sur les livres, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut encore profiter de sa vie pendant la préparation. Donc si j'ai des conseils de lecture, c'est les conseils de lecture qui peuvent plaire. Je comprends tout à fait ce point. J'avais eu la chance d'assister à un oral de l'ENA, et la personne avait dit qu'elle était fan de Tintin et Milou. Et vraiment, le jury lui avait posé la question, d'accord, mais quel personnage de la BD êtes-vous ?
Ils avaient vraiment posé 2 questions à cette personne sur Tintin parce qu'il a mis dans sa notice « Je suis fan de Tintin ». Bon, bien sûr, à ce moment-là, quand on met « Je suis fan de Tintin », il faut être prêt à répondre à toutes les questions et avoir lu toutes les BD. Mais c'est vrai que c'est important aussi de garder son originalité, garder son petit jardin secret qui nous permet de faire le pas de côté, qui nous permet de montrer que, oui, en fait, on veut être fonctionnaire, mais on a aussi des passe-temps, des plaisirs, toi la cuisine, peut-être aussi d'autres aspects, d'autres lectures, qu'il faut savoir cultiver sur le temps qu'on a, qui nous reste avant ces concours, et même après, je l'espère. Tout à fait. Il y a, si je dois terminer par là, il y a 2 choses à garder à l'esprit quand on passe un concours pour être au service de l'administration, du public. La première chose, c'est de rester naturel. Et on reste naturel en continuant sa vie. On reste naturel aussi en étant à l'écoute de ceux qui nous connaissent le mieux, pour pas dévier de sa voie. Et qui dit naturel dit on conserve ses centres d'intérêt et on n'hésite pas à les mentionner quand on est admis aux oraux. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous caractérise au final, plus que les cours, plus que les études et l'acquisition de connaissances. Un dernier mot pour clore ce podcast. Pour ceux qui ont pu écouter, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Ne pas se fermer de porte, vraiment. Ne pas se fermer de porte et en tout cas, utiliser toutes les portes qui peuvent être à disposition. Les portes académiques, les portes numériques, les portes du service public pour faire des stages. Et penser que tout ça, c'est à contrario de la carrière de juge administratif, c'est pas linéaire. On peut toujours changer de voie. Ça évolue. Et donc vous avez entendu, il faut se cultiver numériquement. Et donc on peut continuer à écouter la suite des podcasts pour découvrir d'autres métiers intéressants. On y reviendra dans les autres épisodes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a été dit lors de l'entretien, j'y répondrai avec plaisir dans un épisode complémentaire. Enfin, n'oubliez surtout pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.